Oui, donc je refais un test pour vous saluer et vous dire bonjour. J'entends un petit peu en écho, mais peut-être que ça va passer. Oui, on va bientôt démarrer. Si vous pouvez vous mettre en place les uns et les autres. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel événement, 6e édition de cet événement Parlons Inclusion numérique, organisé par la MENNUM et la Banque des Territoires en partenariat avec le magazine Chute, que je représente aujourd'hui comme journaliste. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est numérique et emploi au-delà des évidences, qu'en attendre en termes de transformation. Et avant de lancer les choses, je voulais simplement vous préciser que nous avons le plaisir d'être en présentiel également aujourd'hui à l'école Saint-Plon, que je remercie donc de nous accueillir ce matin. Je vais tout de suite laisser la parole à Guillaume Pradalier, qui est directeur général de la MENNUM à côté de moi, ici présent. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu le déroulé de la table ronde et comment ça va se passer jusqu'à 10h30. Bonjour Guillaume. Bonjour Catherine, bonjour à toutes et à tous et merci et bienvenue sur cette 6e édition de Parlons Inclusion numérique sur laquelle on a choisi de parler de numérique et d'emploi. On va tenter de le faire aujourd'hui sans enfoncer de grandes portes ouvertes et avec des visions complémentaires, on l'espère. On a relevé plusieurs enjeux quand on parle de numérique et d'emploi et a fortiori si on se focalise plutôt sur les questions d'inclusion numérique, on se dit que dès la recherche d'un emploi, on a besoin aujourd'hui de plus en plus de compétences numériques de base. C'est vrai aussi quand on est en emploi et sur les questions d'employabilité pour la transformation des métiers. Et ça va l'être évidemment, et c'est peut-être la partie que tout le monde voit le plus, mais sur les nouveaux métiers, les métiers de demain, comme certains disent, qui nécessitent de plus en plus de compétences et qui sont pour certains techniques, mais pour d'autres pas du tout. Puisque moi j'aime bien parler des métiers de l'accompagnement et de ceux de la médiation numérique. Ces métiers-là aussi se développent en marge des deux enjeux que je viens de citer. Voilà. Et c'est sur ces 3 ans qu'on va essayer de discuter un petit peu ce matin. Alors on a un plateau d'intervenants très complémentaires et je les remercie pour leur présence, avec Erwan Tison tout d'abord qui lui nous donnera un angle un petit peu plus recherche et prospectif sur différents aspects des enjeux que j'ai cités. Emmanuelle Roux du Chaudron, mais qui est aussi la présidente du SINOV, le syndicat des indépendants du numérique, qui en soi, je pense, c'est une question, un enjeu en termes d'emploi. C'est ces statuts d'indépendants, elle nous en parlera. On a aussi Cécilia Diacono qui vient de Saint-Plon et qui nous parlera de l'action un peu large de Saint-Plon. On sait ce qu'ils font pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les métiers de demain. Donc c'est un panorama assez complet qu'ils nous offriront. Et bien sûr, Julie Stein de la Banque des Territoires complétera cette vision, puisqu'elle est en charge des questions de médiation et d'inclusion numérique à la Banque des Territoires, qui est un partenaire essentiel de ces écosystèmes et de ces métiers pour qu'ils se développent vraiment. Donc voilà, merci à tous. Je vous abandonne pour l'instant et je vais vous laisser entre les mains de Catherine et d'Erwan pour cette première partie. Merci beaucoup, Guilhem. Je précise du coup, pour ceux qui nous regardent en ligne ce matin, un peu le fonctionnement de l'outil Livestorm. En fait, vous avez la possibilité de poser une question à tout moment en cliquant dans l'onglet questions. Et lorsque c'est possible, n'hésitez pas à préciser à qui s'adresse cette question. Et vers 10h, quand on prendra vos questions, celles qui seront priorisées sont celles qui auront eu le plus de votes. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions les uns des autres.
et on essaiera de les prendre dans cet ordre-là. Par rapport au découpage, du coup, vous l'avez compris, on va rentrer dans cette table ronde, mais avant, on va d'abord avoir un petit mot d'introduction de Erwan Tisson. Donc, comme Guilhem vous a présenté, bonjour, rebonjour. Vous êtes directeur des études de l'Institut Sapiens, un think tank qui est consacré aux questions numériques, justement. Et je vous laisse du coup introduire cette vaste question du numérique et de l'emploi et des enjeux aujourd'hui, sachant évidemment que vous avez anglais votre intervention. Et puis, dans 10 petites minutes, on part pour la table ronde. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, quand on parle numérique et emploi, il y a un point qui, pour moi, est essentiel pour faire le pont de l'un à l'autre, c'est la formation. Ça paraît un peu une lapalissade de dire ça dans un lieu comme celui-ci, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose de purement naturel. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la révolution numérique, elle est en train de casser beaucoup de rentes, que ce soit d'un point de vue économique, avec l'arrivée des nouveaux travailleurs sur de nombreux secteurs. Emmanuel nous en parlera après, mais on peut citer les VTC, on peut citer les hôteliers. Il y a beaucoup de rentes qui sont en train d'être cassées. Il y a aussi une rente qui, pour moi, est intéressante, qui est en train d'être cassée dans l'éducation et dans la formation, c'est celui du diplôme. Pendant des années, pendant des décennies, il y a eu un culte du diplôme en France qui faisait que, moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé ma carrière, c'est un des premiers trucs qui m'avait frappé, quand vous rencontriez quelqu'un d'un certain âge, il se présentait toujours par le diplôme qu'il avait. J'ai une petite anecdote, j'avais 23 ans, j'étais fraîchement diplômé, je devais organiser une conférence économique et on m'avait dit il faut que tu invites tel et tel monsieur, il a 80 ans, mais il est major de l'X. Donc X Polytechnique, je dis très bien, il a fait quoi depuis ? Il est major de l'X. Donc ça suffit, il a eu des très bonnes notes à 21 ans, dont il a eu son diplôme, donc ça suffit pour justement faire sa carrière. Et ça m'avait assez marqué, et quelque part c'était assez représentatif de la société dans laquelle on était, ce culte du diplôme-là. On se posait pas la question de la compétence de la personne, on se posait juste de sa capacité à avoir eu des bonnes notes en maths et en philosophie à un instant donné de sa vie. Ce qui est intéressant justement, c'est que donc du coup, ça, quelque part, ceux qui avaient ce fameux sésame avaient un chemin tout tracé, ceux qui ne l'avaient pas, malheureusement, étaient un petit peu marginalisés. Et donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que la révolution qu'on est en train de vivre, elle est en train de complètement rabattre les cartes. On a eu l'émergence depuis 10 ans, depuis 5-10 ans, de ce qu'on a appelé la formation tout au long de la vie, la formation continue, la formation professionnelle. Alors c'est pas nouveau, c'est 1792 par le projet Condorcet qu'on a eu la première fois justement la logique de se former tout au long de sa vie. Mais depuis 10 ans, on a justement cette façon de voir la formation comme étant non pas un gadget, mais vraiment comme étant une chance à la fois pour les salariés, pour les entreprises et pour l'économie de manière générale. C'est-à-dire qu'on est en train justement de se dire que ce n'est pas parce qu'on a eu une formation initiale de qualité ou de moins bonne qualité que justement on ne peut pas avoir une carrière qui soit totalement autodéterminée. Et ça justement c'est très intéressant de se dire que on se doit de se former tout au long de sa vie et donc du coup par les métiers qui sont accessibles à nous grâce au numérique ou grâce aux besoins créés justement directement ou indirectement par le numérique, on peut et on doit du coup se former. Donc quelque part on a l'idée d'avoir une carrière qui est non linéaire. On a commencé à changer de paradigme là-dessus. Alors ça, c'est très intéressant. Malheureusement, c'est pas encore assez efficient. Sur la formation professionnelle et la formation continue, premièrement, on remarque qu'en fait, il y a eu après avoir une explosion de la participation des actifs, on a quand même une diminution ces dernières années. De moins en moins d'actifs, de moins en moins de travailleurs se forment, notamment aux compétences du numérique. Peut-être parce qu'il y a aussi des ajustements à faire d'un point de vue législatif. Il y a peut-être encore une complexité un peu trop grande. Peut-être aussi il y a certains acteurs qui ne sont pas encore suffisamment efficients dans la façon dont ils proposent justement des offres qui correspondent à des aspirations réelles sur le marché du travail. Peut-être aussi parce qu'il y a trop de démarchage téléphonique. On a tous déjà été dérangés par un coup de fil pour nous demander d'activer notre CPF et donc du coup on n'y va pas encore suffisamment clair dans ce maquis-là. Donc ça, premièrement, il y a un problème justement d'offres, on va dire un problème de lisibilité. Deuxièmement, il y a peut-être aussi un problème de prospective sur la formation professionnelle, la formation continue, c'est-à-dire qu'il y a concrètement, il y a deux écoles. La première école qui va vous dire, il faut que vous soyez tous codeurs, il faut que vous maîtrisiez tous Python, parce qu'on est dans une révolution qui demande justement de maîtriser les codes du numérique. À cela, on pourrait mettre, effectivement, tout le monde doit parler le langage du numérique, mais tout le monde ne doit pas forcément être un codeur extrêmement pointu. Quand on a créé l'automobile lors de la première révolution industrielle, on n'a pas demandé à tout le monde de devenir mécanicien. Donc, par contre, on a demandé à tout le monde de savoir changer une roue, de savoir conduire une voiture et de savoir comment fonctionne concrètement un moteur à explosion. Et deuxièmement, on nous dit la solution, c'est les soft skills. Donc ça, on en a déjà tous entendu parler. C'est devenu aussi quelque chose d'un petit peu tarte à la crème. Maintenant, vous avez de plus en plus de boîtes qui vous disent « moi, je forme aux soft skills ». Le problème, c'est que les soft skills, c'est une réalité qui existe, mais qui n'existe pas à la fois. C'est-à-dire que soft skills, c'est quoi? Soft skills, c'est la capacité à nouer sa cravate, c'est la capacité à s'exprimer en public, c'est la capacité à travailler tout seul sur un projet pendant 3 mois et à créer de la valeur ajoutée de manière isolée. Donc, c'est une réalité qui, en fait, représente
plusieurs réalités multidimensionnelles et qui du coup n'existe pas en tant que concept le concept lui-même. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organismes se sont jetés sur ce concept-là d'un point de vue purement marketing, et donc du coup là aussi on crée une défaillance de marché en disant moi j'acquiers des soft skills. Les soft skills, quand on regarde un petit peu, nous on a fait une petite étude sur le sujet, quand on regarde un petit peu dans la mécanique, c'est effectivement la compétence, les compétences, l'arc de compétences qui va être le plus recherché et le plus valorisé justement à l'heure du numérique. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'histoire économique qui nous l'enseigne. Quand une technologie arrive sur le marché, quand une innovation émerge sur un marché donné, elle va de toute façon tout de suite détruire les compétences qui lui sont connexes. Concrètement, quand l'automobile est arrivée, elle a détruit les métiers de cocher. Aujourd'hui, quand vous avez des caisses automatiques qui arrivent, on détruit les compétences liées justement aux caissiers. Vous avez des comptables aussi qui sont menacés, les banquiers, les assureurs qui sont menacés, mais on en parlera plutôt dans la deuxième partie de la table ronde. Donc du coup, ce qu'il faut se poser la question, c'est quelle est ma valeur ajoutée en tant qu'actif pour justement être complémentaire à la machine et non pas comme étant substituable. Parce que si jamais je suis substituable, j'ai forcément perdu. Et donc du coup, vous avez donc qu'est-ce que ne sait pas faire aujourd'hui la machine? C'est effectivement agir sur l'empathie, agir sur l'émotionnel. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des compétences liées justement aux soft skills. Une fois qu'on a dit ça, il convient justement de faire, à mon avis, une hiérarchie qui peut exister dans ces soft skills-là, de se dire, il ne peut pas y avoir une seule réalité pour tous les actifs. Si les soft skills deviennent intéressantes, il faut voir quel type de soft skills pour quel type de profil, pour quel type de métier, pour quel type de qualification. C'est pour ça que nous, on propose une qualification pour mettre un peu d'efficience dans ce marché-là en 3 étapes. Premièrement, les compétences dites comportementales. C'est des compétences qui sont tout simplement assez basiques, mais qui sont essentielles aujourd'hui pour trouver un emploi. C'est la capacité à se présenter, la capacité à arriver à l'heure à un entretien, la capacité à nouer une cravate, la capacité à regarder une personne dans les yeux. Malheureusement, ce genre de compétences-là, quand vous êtes très éloigné du marché du travail pendant longtemps, quand vous êtes un décrocheur, malheureusement, vous les perdez. Il y a une sorte d'érosion. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut possiblement que la formation professionnelle s'intéresse aussi à l'acquisition de ce genre de compétences-là. Vous avez beaucoup d'organismes comme Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui s'occupent justement de réactualiser les compétences de ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi pour pouvoir justement leur permettre de retourner en emploi. Deuxième socle, vous avez les compétences dites plus sociales, c'est-à-dire la capacité à travailler en groupe, la capacité à s'exprimer, etc. Troisièmement, vous avez les compétences dites remarquables, c'est la capacité à créer, la capacité à travailler en autonomie, et donc du coup la capacité tout simplement à mener un projet tout seul dans son coin et à créer la valeur ajoutée de manière individuelle. Quand on remarque la hiérarchisation de ces soft skills-là, on remarque qu'en fait, on s'adresse à 3 types de profils différents, à 3 types de qualifications différentes. Et donc, du coup, c'est pour ça que la formation professionnelle ne peut pas être un but monolithique qui s'adresse justement à une population active de manière uniforme, mais bien quelque chose qui soit presque individualisé et qui s'adapte à tous les types de profils que l'on peut avoir. Et c'est pour ça justement que c'est intéressant et à la fois intéressant et à la fois inquiétant ce qu'on est en train de vivre, cet essor justement de la formation pour se dire je vais justement répondre à une nouvelle demande qui est la demande tout simplement d'employabilité dans un monde numérique où la plupart où la structure de l'emploi est vraiment secouée et remise en cause dans ses principaux fondements. C'est comment je vais faire en sorte d'arriver à former un maximum de personnes vers des métiers numériques, vers des métiers qui soient annexes, vers des métiers aux nouveaux besoins, tout en m'adaptant justement aux différents profils de qualification des personnes, aux différents rythmes d'apprentissage des différentes personnes, pour faire en sorte justement d'embarquer un maximum de personnes vers justement cette employabilité dans une logique d'inclusivité. Et c'est en ça justement qu'il y a un véritable défi à relever. C'est quand on parle de défi de la formation, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment arriver à faire matcher les besoins du marché, les aspirations des personnes, et aussi les attentes des entreprises, parce il faut aussi avoir une vision insertion. Le tout justement en remettant en cause à la fois la vision monolithique qu'on peut avoir de la formation, notamment sur les soft skills, et aussi la version très monopolistique que pouvait avoir justement la rente liée au diplôme pour pouvoir avoir quelque chose de très dynamique, de vraiment très personnalisé. Et c'est en ça justement que le principal, dont on va parler juste après, le principal défi qui s'oppose à nous, c'est vraiment réussir la révolution de la formation professionnelle et continue. Merci beaucoup Erwan Cison pour cette introduction qui pose déjà plusieurs questions et voilà, je pense que le débat est lancé, donc je vais inviter les autres intervenants à prendre place à vos côtés. Donc Emmanuel Roux du Chaudron, bonjour. Julie Stein de la Banque des Territoires et Cécilia Le Iacono de Simplon.
Donc, il y a un seul micro pour vous tous. Voilà, moi, je garde le mien. Donc, c'est vrai que Guilhem a déjà brossé un petit peu les axes qu'on souhaitait aborder. Et c'est vrai que votre introduction, Erwan, nous pousse un petit peu plus loin. On va parler d'abord peut-être d'inégalité face à l'emploi. Est-ce que la maîtrise du numérique aujourd'hui est vraiment clé, en fait, pour trouver un emploi, se maintenir dans l'emploi? Mais je voulais poser peut-être une question un peu provocatrice. D'abord, c'est de quelle maîtrise du numérique on parle, puisque vous parlez, Erwan Tison, d'emmener un maximum de personnes, et finalement de qui on parle en fait. Donc je voulais donner la parole, peut-être Erwan Tison, vous, qui vous aviez en tête quand vous dites ça, qui est concerné aujourd'hui par cet enjeu de formation, et ensuite passer la parole à Emmanuel Roux. Absolument, tout le monde est concerné par ce problème de formation, que ce soit quand on dit formation numérique, ce que j'entends par formation numérique, c'est former à l'habitus numérique, tant aux compétences techniques du numérique. C'est-à-dire, on a besoin effectivement d'ingénieurs, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'innovateurs, on a besoin d'entrepreneurs, mais on a aussi besoin de personnes qui puissent comprendre qu'on vit dans un nouveau monde lié justement au numérique. Je m'explique. J'en discutais il n'y a pas très longtemps dans une conférence avec des médecins. Quand on explique aux neurochirurgiens que la personne qui sera la mieux payée dans l'hôpital de 2050, ce n'est pas lui, mais ce sera l'aide-soignante, il comprend pas. D'abord, il rigole, et puis après, il comprend pas. Alors, quand on regarde la réalité des choses, le métier du neurochirurgien est plus facilement, de manière très simpliste et très provocateur, plus facilement automatisable que celui d'aide-soignant. Pour comprendre ça, justement, il faut une formation à ce que j'appelle l'habitude du numérique, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne le numérique et comprendre quels sont les besoins qu'il crée au voisinage justement de son existence. Et quand on comprend qu'en fait, dans un hôpital qui sera 100% robotisé, de A à Z, de l'accueil jusqu'à l'opération et à la chirurgie, ce qui créera le plus de valeur et ce qui aura le plus de valeur pour les patients, ce sera la capacité d'empathie, la capacité de se tenir la main et de rassurer justement une personne au-delà du rationnel, mais bien en comprenant justement certains signaux faibles exprimés par le patient. Et ben on comprend du coup que la personne qui détient cette compétence-là, elle a une vraie valeur ajoutée à l'heure du numérique. Donc du coup, il y a cette inversion d'échelle de valeur qu'on peut avoir justement par rapport à ce qui crée de la valeur aujourd'hui et ce qui la créera demain, qui est très intéressante. C'est pour ça que je pense qu'il faut former non seulement aux compétences très techniques du numérique, parce qu'on a besoin d'une batterie d'ingénieurs, on a besoin de personnes qui maîtrisent les contours numériques, mais on a aussi besoin de former absolument tout le monde sur la compréhension de ce que c'est justement une économie numérique. Alors, c'est une façon de lire les inégalités. Emmanuel Roux, sur ce thème, justement, on parle de quelles inégalités aujourd'hui face au numérique? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Emmanuel Roux. Je pense d'abord, je vais le prendre un petit peu sous un autre angle. On est là pour parler numérique et emploi. Et effectivement, j'entends l'emploi, employabilité, travail, économie. Mais peut-être déjà se redire, et je suis aussi donc administratrice d'un menu, mais je pense que ça fera le lien, n'est-ce pas Guilhem, que l'enjeu de l'emploi, c'est aussi la place de chacun dans la cité. Et que c'est aussi notre trajectoire, que c'est aussi notre place dans la cité, dans la société, notre manière d'être, notre vecteur d'émancipation. J'ai eu des débats avec ma belle-mère sur typiquement la question du salaire universel ou du salaire minimum universel, et qui me dit, mais Emmanuel, si on ne travaille plus, moi je serais restée en Normandie et c'est le travail qui m'a émancipée. Donc, voilà. Donc j'aimerais reposer ce fondamentaux, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation professionnelle au titre de l'employabilité pour des entreprises à vecteur économique en début du XXIe siècle, j'aimerais qu'on élargisse un peu sur la question de la formation de tous à être citoyens dans un monde qui se numérise. Et donc, si on prend cet aspect-là, oui, je partage pleinement, globalement, ce qui est dit, et je partage pleinement le fait que le neurochirurgien doit comprendre, mais il ne doit pas comprendre uniquement pour analyser, pour être un meilleur usager des services publics et privés numériques, qui est quand même la demande aujourd'hui que nous, acteurs de la médiation, on reçoit de l'État, de dire vous devez permettre à tous d'être usagers des services publics et privés numériques. Or, notre débat, et je pense qu'il faut qu'on se repositionne tous collectivement sur ce que pour moi est le bon enjeu, c'est-à-dire comment nous permettons à la population d'être contributeurs et surtout producteurs des services publics et privés numériques. C'est-à-dire que le neurochirurgien restera le meilleur payé, si c'est lui qui demain est capable de penser comment ça veut dire quoi la neurochirurgie à l'heure du numérique et comment c'est pas McKinsey, Capgemini ou tout autre SM qui vient faire le job à sa place. Et donc aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue des politiques, d'un point de vue des grands cadres, moi le Chaudron intervient dans le monde à la fois privé et public auprès de grands dirigeants, nos élus, nos dirigeants
nos directeurs de service, mais aussi nos opérateurs dans les usines chez Sodebo ou ailleurs, est en train de se faire prolétariser, comme aurait dit Stigler, et donc complètement déposséder de leur capacité d'agir, en leur disant c'est pas pour vous, ça vous concerne pas, vous devez être des bons utilisateurs et vous devez comprendre. Par contre, la capacité à fabriquer, à produire, ça c'est les gens de la tech, c'est pas vous. Donc l'inégalité face au numérique concerne également la classe dirigeante, c'est ce que vous dites. En premier lieu, parce que actuellement, je pense qu'on ressent tous que le monde ne va pas très bien en ce moment, c'est entre autres parce qu'il n'y a plus de politique aux commandes. Et il n'y a plus de politique aux commandes parce qu'il n'y a plus de politique en capacité de comprendre comment le numérique réinvente la démocratie, comment le numérique réinvente nos relations sociales, comment on doit réinventer l'art de faire politique ensemble, c'est-à-dire de participer de la même cité. Et que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et que donc, y compris, il faut reformer les élus à être des élus, dit autrement. Typiquement, il faut reformer les neurochirurgiens et des neurochirurgiens, il faut reformer des consultants à faire du conseil. Et donc, on doit former tout le monde, littéralement, à redevenir citoyen par le numérique. Et parce que, comme Gutenberg, je suis désolée, c'est une porte ouverte, mais il faut le dire, c'est un peu on a deux positionnements aujourd'hui qui, moi, continuent à m'étonner jour après jour. On a un premier positionnement qui est quand même de dire, finalement, le numérique, c'est qu'un outil. Donc, ça ne me concerne pas, moi, élu, moi, décideur, moi, opérateur, quel que soit le rôle de la personne à citer. C'est qu'un outil, ça ne me concerne pas, on me le donne et je dois le subir et faire avec. Donc, c'est inéluctable. En plus, maintenant, on nous dit, c'est inélucable, vous devez vous moderniser. Mais disons que la numérisation des services publics pousse à cette idée-là aussi que ce n'est qu'un outil. Oui, et alors pas du tout. J'étais avec les travailleurs sociaux de Loire au département de Loire la semaine dernière, je peux vous dire que pas du tout, mais vraiment pas. Ce n'est pas qu'un outil, c'est comme de dire Gutenberg et la presse à imprimer, c'est qu'une machine technique, c'est rien d'autre. Eh bien non, c'est le moment où on a réinventé l'Europe et on a fait la Renaissance. Et donc on est dans ce moment historique-là, sauf qu'on ne peut pas réinventer nos pratiques sociales, familiales, démocratiques, sans élus, sans politique et sans que nous soyons conscients que nous soyons là. Et je terminerai là-dessus. Le deuxième grand souci pour moi qu'on se pose à date au lieu de ça, c'est de dire, on vit dans un moment, moi que j'hallucine, soyons honnêtes entre nous, mais quand même, ça m'étonne fortement. On vit dans un moment où on nous dit, ne vous inquiétez pas. Nous, gens de la tech, on va vous faire de très belles images, on va vous faire des belles interfaces, on va vous faire de l'UX. Et puis, il suffit que vous passiez le dimanche voir les belles images sur les murs et vous comprendrez, vous n'avez pas besoin de comprendre les codes et les textes sacrés. Nous écrivons les textes sacrés, nous sommes la techno-élite et le techno-clergé. Et population, ne vous étonnez pas. Alors de la République, quoi. On est en train de perdre la République, bordel. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là parce que voilà, mais en tout cas, c'est bien ça pour moi l'enjeu. Et donc j'invite dans mes différentes fonctions et à travers l'action du chaudron au quotidien avec mon équipe à dire osons reposer la définition de l'inclusion numérique. Ça veut dire quoi être inclus numérique? Est-ce que c'est être consommateur du numérique ou est-ce que c'est être en capacité d'esprit critique et de produire les services numériques de notre pays et de nos entreprises? Merci. Alors, le dernier Parlons inclusion numérique était dédié à la démocratie et c'est vrai qu'il y a des gros enjeux. En tout cas, on parlera des exemples peut-être que vous développez avec le chaudron dans les entreprises. Je voulais laisser la parole à Julie Stein parce que malgré tout, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui sur le terrain pour ouvrir le numérique et les compétences de base aux personnes qui sont les plus éloignées du numérique, notamment pour chercher un emploi. Et je voulais juste vous citer un sondage qui a été mené par Simplon et en partenariat avec l'IFOP et qui est sorti récemment auprès des Français, qui révélait que 88% des Français déclarent que le numérique peut être utile pour trouver un travail, en particulier parmi les plus de 65 ans, et qui 86% pour évoluer professionnellement et 78% pour garder un travail. Voilà. Et il y a 20% des Français qui jugent que cela est compliqué, voire stressant, d'utiliser les outils numériques au quotidien dans leur vie de tous les jours. Julie Stein, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce que ça recoupe finalement les constats de la Banque des Territoires aujourd'hui? Ça recoupe complètement les constats de la Banque des Territoires et je partage complètement ce qu'a dit Emmanuel, puisque aujourd'hui il y a une vraie question de rupture de droit et d'accès aux droits aussi qui sont interrompus par le numérique quand on ne le maîtrise pas. On le voit aujourd'hui notamment à travers les programmes que la Banque des Territoires est heureuse de piloter avec la NCT qui sont conseillers numériques et France Service et France Service. Aujourd'hui, les usagers qui viennent en France Service ne maîtrisent pas le numérique et bien évidemment, ils ne le maîtrisent pas aussi pour trouver un emploi. C'est d'ailleurs l'un des premiers actes ou l'un des premiers ateliers qui sont proscrits par ces conseillers ou ces agents, c'est de les aider
à trouver un emploi et à tout simplement voilà, se rediriger vers Pôle emploi, apprendre à faire son CV, savoir aujourd'hui comment chercher un emploi, mais ça va bien au-delà de ça. Je veux dire, aujourd'hui, chercher un emploi, c'est pas juste se rendre chez Pôle emploi, c'est pas juste apprendre à utiliser le site de Pôle emploi, c'est pas juste apprendre à faire un CV. Aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas des outils ou si vous ne maîtrisez tout simplement pas le numérique, que vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux, que vous ne savez pas vous informer, vous êtes de fait plus exclu du numérique et vous êtes de fait plus exclu de l'emploi. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ou la plupart des entreprises qui proposent des emplois les proposent aussi via les réseaux sociaux et c'est aussi quelque chose qui se fait par le réseau. Et aujourd'hui, les réseaux sont beaucoup aussi sur le numérique, sont aussi beaucoup en ligne. Et donc, on est vraiment là-dedans. On est à la fois dans ne pas être dans la rupture de droits et pouvoir toujours accéder à ces droits, y compris à ces droits qui sont liés à l'emploi. Et on est aussi dans le numérique pour être citoyen, pour pouvoir agir et pour justement ne pas être coupé du monde et ne pas être coupé des enjeux qui sont ceux aujourd'hui de la maîtrise et de l'information et de participer à la vie de la cité, puisque quand on ne maîtrise pas le numérique, et on l'a vu encore très récemment avec les élections, on ne participe plus à la vie de la cité. Merci. Alors Cécilia Loyacono, je vais peut-être vous passer la parole parce que à Saint-Plon, vous accueillez beaucoup de demandeurs d'emploi justement qui n'ont pas, il n'y a pas de prérequis pour vos formations. Alors quels sont les profils des personnes que vous accueillez et qu'est-ce que vous pouvez dire vous aujourd'hui par rapport à ces inégalités face à l'emploi ? Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, on est principalement connu et c'est aussi le cœur de notre action que de former les demandeuses d'emploi. Et on a commencé avec des formations inclusives qui étaient principalement sans prérequis. Effectivement, il y a eu au début des années 2010 un vrai problème marché, on va dire, sur le marché de l'emploi avec des compétences qui étaient nécessaires, des métiers en tension qui n'étaient pas pourvus par le marché et donc beaucoup de demandeurs d'emploi qu'on a pu former et permettre au métier du numérique, voilà, sur des compétences techniques c'est pour schématiser, principalement le métier de développeuse web ou développeur-développeuse, voilà. Le gros avantage de ce métier-là, de ce socle de compétences, c'est qu'il était accessible sans prérequis techniques. Et du coup, c'est cette promesse qu'on a faite et qu'on a pu tenir, Saint-Plon et beaucoup d'autres, puisque à ce moment-là, la Grande École du Numérique, qui a été voulue et lancée par le gouvernement d'alors, a permis vraiment d'avoir une réponse massive sur cette problématique du marché de l'emploi. Et les acteurs s'en sont saisis de manière un petit peu diverse. Il y avait la réponse marché très pragmatique et qui se posait pas forcément la question des profils. Et puis il y avait aussi tous ces acteurs un peu nouveaux qui ont permis justement de briser les rentes aussi marché, qui sont arrivés en disant que le prérequis n'était pas indispensable, en tout cas en termes de diplôme, et que c'était une opportunité intéressante de pouvoir un peu changer la sociologie des personnes qui jusqu'alors occupaient ces métiers-là. Puisqu'on était schématiquement sur des personnes issues d'écoles d'ingénieurs, du coup niveau bac+5 pour occuper des postes qui ne nécessitaient pas forcément ce niveau de diplôme, beaucoup d'hommes, énormément d'hommes vraiment sur ces métiers-là. Et puis sur une reproduction sociale assez aisée, on va dire, en termes de CSP. Du coup, cette impulsion de la Grande École du Numérique et de toutes ces initiatives portées entre autres par Saint-Plon a permis vraiment de changer la sociologie de ces personnes qui occupaient du coup ces postes sur ce métier-là précisément, qui était le plus en tension alors. Vous avez aussi beaucoup travaillé et vous continuez de le faire à l'accessibilité du numérique via vos formations. Est-ce que vous pouvez peut-être le détailler un petit peu, comment vous adressez aujourd'hui notamment aux femmes ou aux personnes en situation de handicap pour les amener sur ce marché-là, sur ce marché de l'emploi-là? Alors effectivement, toutes les formations, tous les métiers qui sont porteurs-porteuses bénéficient en premier lieu aux personnes qui, par ailleurs, sont déjà favorisées. Si on laisse les choses se faire toute seule. J'ai pas envie de dire naturellement parce que ça n'a rien de naturel. Spontanément, voilà. Et parce que à toutes les étapes de l'orientation, de l'insertion, chacun a ses propres biais et la société reproduit les inégalités si on fait rien pour les contrer. Du coup, c'est l'avantage d'être sur un métier en tension, sur des compétences qui sont nécessaires, c'est que on peut vraiment renverser le besoin et
faire en sorte que les profils les moins représentés, les plus éloignés, puissent y accéder. Donc c'est un vrai renversement. Et donc on a pris le parti, chez Simplon et puis chez d'autres aussi, d'en profiter et d'aller chercher les publics qui justement sont les plus éloignés, les moins au courant de cette opportunité, qui se sentent les moins légitimes aussi, alors qu'ils ont toute leur place, peut-être même plus que d'autres, puisque le numérique n'est pas qu'un outil, c'est aussi un vecteur de langage aussi de ce qu'est la société, de ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et donc, on a mis en place des actions très très précises et très ciblées en direction des publics les plus éloignés de l'emploi, donc des habitants des QPV par exemple, des personnes réfugiées, des personnes en situation de handicap, et aussi les femmes qui ne sont pas forcément les plus éloignées de l'emploi, mais qui sont clairement sous-représentés dans ces métiers-là qui sont très porteurs. Donc pour ce faire, on a proposé des quotas, en tout cas on s'est fixé des objectifs de nombre de femmes, de nombre de personnes en situation de handicap dans nos formations. On s'est implanté au sein des QPV pour aller auprès des publics et leur éviter de faire 2 heures de transport. Donc, les QPV, c'est les quartiers politiques de la ville, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon. Le jargon et les sigles, voilà. Et on s'est aussi laissé la possibilité par moment de proposer des formations non mixtes, qui sont dédiées aux femmes ou aux personnes en situation de handicap ou aux personnes réfugiées par exemple, soit sur des morceaux de formation pour ensuite aller sur des formations mixtes, soit sur l'intégralité du parcours. Et ce que vous constatez chez ces publics, c'est qu'il y a vraiment une acculturation par rapport au numérique au sens large, où finalement ces personnes sont beaucoup plus acculturées, connaissent finalement, ont cette culture numérique dont on parlait tout à l'heure. Alors après, chaque profil est différent et on n'est pas seulement demandeur d'emploi ou demandeuse d'emploi, on a aussi tout l'historique, on est traversé de plein d'autres spécificités. Donc il n'y a pas de plus ou de moins, il n'y a pas plus ou moins d'aptitudes, il y a plus de freins généralement, donc qu'il faut lever et qui nécessitent plus de temps. Il y a des freins aussi liés aux soft skills, qu'il faut vraiment inclure dans les formations et pas forcément trop scinder, mais vraiment dans une logique de pédagogie au sens large. Et ensuite, la diversité est une richesse en soi. Et donc, au sein des formations, puis au sein des équipes que les personnes intègrent dans le cadre de leur prise de poste, il y a une richesse supplémentaire à ne pas avoir des clones au sein d'une équipe, effectivement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de clichés sur les personnes éloignées du numérique, donc c'est pour ça que je posais la question. Peut-être qu'on peut aborder maintenant la question de la transformation des métiers et l'accompagnement, parce qu'on parlait d'inégalités face à l'emploi. Est-ce que c'est des inégalités qui sont entre catégories socio-professionnelles, entre certains types d'emplois ou entre salariés eux-mêmes, et il y a cet enjeu de mettre à jour les métiers ou de préparer aux reconversions. Erwan Tison, vous parliez des caissières tout à l'heure, mais il y a aussi des cols blancs qui sont concernés aujourd'hui par la disparition de certains métiers. Est-ce qu'on peut parler de cette disparition des métiers, lesquels sont les plus concernés, si vous pouvez donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Ce qui est assez singulier dans la révolution qu'on est en train de vivre, contrairement aux 3 autres grandes révolutions industrielles qui ont toutes été, on va dire, destructrices d'emplois, d'un point de vue brut, parce que derrière, elles recréent plus de 2 fois. En général, chaque révolution crée 2 fois plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Donc du coup, on n'assiste pas. C'est pour ça qu'on n'assiste pas à des chômages de masse comme on pourrait l'imaginer, ou à des chômages technologiques. Ce qu'on remarque, par contre, pour la première fois, c'est là où avant chaque révolution détruisait les métiers les plus pénibles et les moins qualifiés, on va dire. Là, on assiste vraiment à une destruction qui concerne absolument tout le monde, que ce soit effectivement des cols bleus aux cols blancs. Les métiers d'assureurs, par exemple, les métiers du chiffre de manière générale, que ce soit dans la comptabilité ou même dans l'audit, ont très peu de chances, en tout cas, de survivre dans leur forme actuelle. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi amenés à évoluer. Ils sont amenés tout simplement à se repenser et à penser aussi à leur complémentarité. On forme aujourd'hui plus de 20 000 comptables chaque année, sans leur parler du numérique. J'ai assisté à des formations. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas que leur métier, en fait, qu'ils sont en train de faire, aux actifs qui en sortent à 20, 22 ans, qui ne seront pas comptables jusqu'à leurs 65 ans, enfin 62, peut-être 65 bientôt. C'est pas parce que d'une part, il n'y a pas cette culture du numérique-là, et tout simplement, on les envoie sur un marché du travail où aujourd'hui, ils sont concurrencés par n'importe quel logiciel qui fait leur travail, et c'est sans leur faire offense, leur travail mieux qu'eux, beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc, malheureusement, face aux lois froides du marché, on se rend compte qu'effectivement, avec leur format, et petite parenthèse, certains font encore des comptes tentés à la main. Donc, compte tenté, vous savez, c'est là où vous remettez ce que vous dépensez, ce que vous recevez. Il y en a encore qui le font à la main dans les formations de comptables. Donc, effectivement, eux, ils n'ont pas beaucoup de chance de pouvoir exercer leur métier, on va dire, tout au long de leur vie, sans justement une mise à jour assez rapide. Et c'est en ça, justement, que c'est assez à la fois fascinant et à la fois inquiétant, c'est que
Personne n'est à l'abri, on va dire, de cette révolution-là dans les catégories socio-professionnelles. Là où avant, on pensait que le diplôme, justement, protégeait et était justement cette rente qui permettait de protéger. Aujourd'hui, on se rend compte que le diplôme n'est plus un bouclier impénétrable et donc, du coup, demande des mises à jour constantes. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le numérique permet justement non seulement de reformer la plupart des personnes, de mettre à jour leurs compétences, mais aussi de pouvoir quelque part recycler les compétences de ces actifs-là. Le métier de caissier est un métier qui est, à mon sens, absolument emblématique de ce qu'on est en train de vivre. Premièrement, tout le monde s'offusque de la disparition de ce métier-là, sauf les personnes qui l'occupent. J'avais réalisé un petit essai justement sur le métier de caissière, où j'avais rencontré énormément de caissiers et de caissières, et tous me disaient qu'au final, ils voyaient ça comme une bonne chose de ne plus avoir à faire le métier de caissier. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui, selon la DARES, le ministère du Travail, c'est le métier le plus pénible en France. Oui, avec les troubles musculo-squelettiques, plein de maladies de travail associées. Exactement. Et l'aliénation qu'il y a aussi. La plupart des témoignages que j'ai pu avoir me disent que des fois, vous avez des caissières qui peuvent passer 2, 3, 4 heures sans que personne leur adresse la parole. Et donc, du coup, parce que les gens sont sur leur smartphone, parce que personne ne daigne lever la tête vers l'humain que vous avez en face de vous. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait une fois justement qu'on a installé ces caisses automatiques-là. Il y a 2-3 expériences microéconomiques qui ont été montées, notamment dans le Grand Est, que je trouve très intéressantes. C'est le fait de recapitaliser sur les compétences dites tacites de la caissière. Dans l'imaginaire collectif, c'est scandaleux de supprimer le métier de caissière parce que principalement 80% ce sont des femmes, 90% c'est des personnes qui ont un niveau moins bac+2, donc du coup, dans l'imaginaire collectif, c'est des personnes qui ne sont bonnes qu'à faire ça. Or, quand on va un peu plus loin justement que ce cliché complètement éculé, on se rend compte un caissier ou une caissière, c'est une personne qui a une capacité d'empathie forte, qui est capable de passer d'une grand-mère de 85 ans à un petit garçon de 8 ans en l'espace de 30 secondes. C'est une personne qui a une capacité de résilience très forte, de pouvoir rester plusieurs heures d'affilée, toujours avec un sourire assise. C'est extrêmement compliqué d'avoir ce genre de compétences-là. Et c'est une personne qui est capable d'associer les préférences de consommation des biens entre eux, de savoir ce qu'achètent les gens et qu'est-ce qu'ils aiment acheter ensemble. Vous avez une entreprise dans le Grand Est qui fait un entrepôt de viande, du coup le leader du marché, qui en fait recrute comme commerciaux des caissières de plus de 50 ans sans diplôme, mais qui ont minimum 20 ans d'expérience. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, en tant que commercial. Pourquoi ? Parce que justement, ils capitalisent sur les 3 compétences que j'ai dit, donc empathie, résilience et capacité d'association des préférences des biens entre eux. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces commerciales-là, donc recrutés à qui on donne une deuxième chance, à qui on tout simplement reçu les compétences, avec une petite formation de 1 ou 2 mois sur le numérique, sur la vente et sur le commerce de manière générale et le marketing, avaient des taux de réussite 20 points supérieurs à ceux des commerciaux qui sortent des grandes écoles de commerce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont acquis des compétences qui aujourd'hui ne sont pas sanctionnées par un diplôme ou une qualification, mais des compétences qui sont réellement présentes. Et donc, du coup, le fait de pouvoir aller les chercher grâce à des processus de recrutement, le fait de leur mettre une petite couche de numérique sur ces compétences douces, ça permet en fait de faire d'un actif qu'on pense totalement inemployable et dont le métier est menacé par le numérique, en un actif qui devient extrêmement performant, qui augmente aussi son niveau de qualification et son pouvoir de vie. Et c'est en ça justement que je trouve ça très intéressant ce qu'on est en train de vivre. Il faut du coup savoir capitaliser sur ces outils-là, arriver à détecter les bonnes compétences et aussi se poser encore une fois la question des complémentarités des compétences à l'heure justement du numérique. Et donc du coup aller au-delà de ce qu'on peut voir via le niveau de qualification. Alors, il y a plusieurs exemples que les unes et les autres, vous m'avez cités en préparant cet entretien, mais je voulais peut-être vous laisser la parole, Cécilia Loyaconou, par rapport à ce que vous avez mis en place, notamment, il me semble, pour la BNP, avec une mobilité interne des guichetiers, parce que là aussi, c'est un métier assez emblématique de la disparition annoncée liée à la révolution numérique. Oui, absolument. Effectivement, on travaille avec des demandeurs d'emploi, mais aussi beaucoup et de plus en plus avec des salariés, pas uniquement de grands comptes, mais c'est là que les transformations ou les effets de levier sont les plus importants, effectivement. Et on a quelques partenaires grands comptes qui ont des vraies problématiques d'écrutement ou en tout cas de disparition de certains métiers. C'est le cas notamment de conseillers bancaires ou de guichetiers pour les banques. Et par ailleurs, des problématiques aussi de réinternalisation de certaines tâches ou certains métiers qui étaient externalisés jusqu'à présent
et c'est le cas notamment au sein des DSI, des directions des services informatiques, sur lesquels il y a de gros besoins en compétences de manière assez large, sur des métiers qui sont très différents aussi les uns des autres. Et du coup, ces deux problématiques-là peuvent être résolues par la formation des salariés en interne sur des temps qui sont relativement courts, puisqu'on est sur 1 an et demi. Ça peut se faire aussi en alternance au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait effectivement avec la BNP. Ça permet d'une part de proposer une reconversion aux salariés qui auraient été sinon licenciés ou qui n'auraient pas pu forcément se reconvertir, et d'autre part d'avoir au sein de la direction des services informatiques des personnes qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, qui sont aussi qui vont avoir un taux de rétention plus important, puisque ça aussi pour les entreprises c'est important, et ça permettra dans le même temps d'avoir justement un petit peu de mixité sociale ou en termes de profil au sens large au sein de ces équipes. Il y a cet enjeu aussi de, comme vous dites, d'arrêter de faire tout le temps appel à la prestation pour tout ce qui concerne le numérique. Emmanuel Roux, vous aussi, au sein du Chaudron, vous avez donc développé plusieurs expériences apprenantes pour des grands comptes ou des entreprises d'ailleurs plus petites. Faut préciser aussi que vous ne faites pas partie du système de la formation professionnelle. On y reviendra peut-être pour évoquer les limites aussi de ce système actuellement. Oui, tout à fait. Et je partage pleinement votre conclusion, qui est que le système d'information continue en France ne fonctionne pas. Et à tel point qu'au Chaudron, nous avons fait le choix de dire nous ne sommes pas un acteur de la formation parce que nous refusons de participer de ce système et nous sommes un acteur de l'émancipation. Et que l'enjeu qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on ramène des gens qui aujourd'hui se considèrent non légitimes de participer de cette révolution numérique à un sentiment de légitimité, et donc d'avoir le droit de participer, de contribuer. Comment les travailleurs sociaux, les 100 travailleurs sociaux du département de la Loire, que j'avais face à moi il y a une semaine exactement, arrêtent de se voir mettre la pression sur ces UNITA, vous devez vous moderniser, vous devez vous digitaliser, et donc vous devez devenir complémentaire de ces outils, parce que l'outil est maître, et vous, votre rôle, c'est globalement de vous adapter à l'outil, pour se dire, en fait, ils ont, eux, la réelle expertise de savoir ce qu'est le travail social, et donc ils ont toute légitimité de dire la dématérialisation des services publics, privés et publics, en l'occurrence de l'État, tel qu'on est en train de le faire, c'est une erreur. Ils ont toute légitimité à dire ça permet d'apporter des services publics aux gens qui sont soit verts, soit rouges, mais les gens qui sont violets, qui sont les gens en rupture, qui sont les gens qui sont un peu dans des cas compliqués, qui ne correspondent pas aux cases, eh bien, bizarrement, la dématérialisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Et ils sont en toute légitimité d'imaginer comment le numérique pourrait venir aider le travail social pour de vrai, et non pas essayer de les remplacer dans un rôle qui est irremplaçable. Mais pour ça, aujourd'hui, on leur dit quoi? On leur dit, vous êtes les travailleurs sociaux, donc vous êtes les inclus du numérique. Ce sont les pauvres, les exclus du numérique, ce sont les gens que vous accompagnez, ce sont les gens qui sont en fragilité. Donc, malgré le grand malaise que vous ressentez, malgré ce sentiment que vous avez très profondément qu'en fait, il y a un truc qui cloche, vous ne vous sentez ni la place, ni la légitimité, ni le droit de dire, mais en fait, on devrait travailler autrement ensemble sur ce sujet. Et j'ai mon rôle à moi, qui ne connaît pas la tech. J'ai mon rôle à moi, qui ne sait pas ce que ça veut dire, de pouvoir venir aider à construire, à condition qu'on m'apprenne ce vocabulaire, à condition, on n'a pas besoin de faire de tous des codeurs, on n'a pas besoin de faire tous des mécaniciens à l'heure de la mécanique. Par contre, on a besoin tous à l'époque de savoir que le moteur, ça existe, comment ça fonctionne, quels sont les principes. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à former des comptables et qu'ils sortent de leur formation en se disant « je ne fais pas de la data et je ne fais pas de la data science ». C'est pas possible, ils manipulent du chiffre toute la journée, quoi. C'est complètement fou, quoi. Je ne peux pas continuer à avoir des grands industriels en face à moi qui me disent moi j'ai une boulangerie industrielle sur l'Asie. Je me souviendrai de ce cas, j'étais dans une conférence internationale incroyable où j'avais un industriel qui m'expliquait que globalement il faisait les pains pour un certain nombre de pays asiatiques quand même, donc c'était grand, et qui dit moi Emmanuel, tout ce dont tu me parles ça ne me concerne pas, je ne suis pas une start-up, je suis une entreprise industrielle. Je dis mais attends, mais tu as de la data chez toi. Ou sinon, tu me dis quoi? C'était au Vietnam, c'était au Ho Chi Minh. Tu me dis que tu as que des gens qui font du pétrin à la main avec des ouvriers dans des entrepôts et que tu n'as pas un ordinateur. Mais si, et quand on est chez Sodebo, puisqu'au Chaudron, on a été chez Sodebo, quand on est chez Decathlon, quand on est aux URSAF, quand on est en ce moment dans le département de la Corrèze, le premier truc qu'il faut qu'on arrive à rendre conscient, c'est qu'en fait, qu'ils sont déjà des acteurs
de la transformation numérique, qu'ils ont déjà des données dans leur système, que la qualité de la data, ça devrait être ce qui les anime tous les jours. Donc ça prolonge leur métier en fait. Ça les prolonge et puis ça permet effectivement, et je vais donner qu'un seul exemple qui pour moi est emblématique de ce qu'on, donc au Chaudron, on déploie des tiers-lieux éphémères apprenants au cœur des entreprises, non, pour que les gens n'aient pas besoin de dire, alors d'abord, il faut que je sache que je vais devoir me former. Donc il faut que j'ai conscience que c'est ma carrière, que j'ai conscience que j'en suis capable, que je me pense possible. Si j'aime pas le théâtre et si je pense que ma classe socio-professionnelle fait que le théâtre c'est pas pour moi, je ne vais pas m'inscrire à un programme de théâtre. Si je pense que les métiers du numérique ou l'évolution de mon métier de neurochirurgien ou autre, demain c'est plus pour moi, c'est pour les autres, c'est pour les startups, c'est pour les jeunes, c'est pour les hommes, c'est pour ceci, c'est pour cela, eh bien je ne m'inscrirai pas dans une formation. Même s'il y a des injonctions des services RH aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, comme il me faut en plus l'autorisation de mon manager qui croit aussi que c'est pas pour moi et que c'est pas mon job non plus, donc lui, il va pas m'autoriser, etc. La formation, c'est mort. Soyons clairs. Donc nous, on crée des lieux au plus près des espèces de techno-auberges où les gens peuvent passer quand ils veulent pour apprendre un truc en buvant un café. Le principe, c'est de poser une équipe de chaudrons en permanence dans une entreprise pour faire de la formation ouverte, en fait, c'est ça? Et je vais vous donner qu'un seul exemple parce qu'il faut redonner le micro, mais chez Decathlon, on a commencé en 2016, puisqu'on a démarré en 2016. Chez Decathlon, on a créé pendant 9 mois un lieu apprenant dans le siège social ouvert à n'importe quel moment qui devenait un espace de coworking ouvert de 16 à 18. Et j'ai rencontré le patron du design du vélo chez Decathlon. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Decathlon, Between, vous voyez, vélo. Vous êtes dans l'entreprise préférée des Français, vous êtes dans une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, vous êtes dans un niveau de qualification de formation des collaborateurs qui est absolument maximal et optimum, vous êtes dans des gens qui sont tous des compétiteurs, ils sont recrutés pour ça, ils font de la compétition sportive à côté, vous êtes dans des gens extrêmement formés. Il avait 30-35 ans, d'accord ? Donc jusque-là, évidemment que c'est un grand inclus, il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas la peine de lui faire des programmes de l'État d'inclusion numérique. Il n'est pas concerné par l'inclusion numérique, voyons. Eh bien pourtant, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, écoute, Emmanuel, c'est bien que tu ailles avec ton chaudron, parce que comme le vélo devient un objet connecté, eh bien en fait, je ne suis pas capable de penser le vélo de demain, et c'est la DSI qui va le créer, et je n'ai plus ma place dans l'entreprise. C'est ça qu'il m'a dit en fait. On est en train d'exclure nos talents de nos entreprises, de nos États, de nos collectivités territoriales, ceux qui connaissent les métiers, ceux qui savent, ceux qui ont la vision, ceux qui connaissent le rôle et leur rôle, on les exclut en leur disant « laisse tomber, c'est un sujet tech, les startups vont le faire à ta place ». Les barbares arrivent comme on était fiers à une époque, n'est-ce pas les barbares, hein ? Nous, le chaudron, on dit « plongez dans le chaudron, gagnez des super pouvoirs, venez boire la potion et apprenez à vous défendre ». Parce que c'est vous qui avez raison et vous êtes là, bordel. Et vous devez le rester. Merci. Cet accompagnement, donc on l'a bien compris, c'est vraiment une manière de, comme vous dites, de tomber dans le chaudron pour mieux se saisir des enjeux. À la Banque des Territoires aussi, vous avez constaté, Julie Stein, qu'il y a beaucoup de métiers finalement qui peut-être sont considérés par l'opinion publique, par même les dirigeants, comme faisant partie des inclus du numérique, mais qui finalement se retrouvent aujourd'hui à toucher les limites de la révolution numérique au quotidien, et c'est une grande souffrance. Oui, je crois qu'il faut prendre un peu de distance avec les réflexions schumpeteriennes et se dire est-ce que le numérique, c'est une création destructrice ou une destruction créatrice ? Aujourd'hui, le numérique, on est dedans et tout le monde y est confronté. Quand vous êtes aujourd'hui au restaurant, que vous prenez une commande, le serveur prend votre commande via une tablette et il est obligé d'utiliser le numérique. Aujourd'hui, quand on est un petit artisan, d'une petite TPE, PME, encore une fois, on fait sa compta et il y a des personnes qui font encore des comptas en T, mais si vous savez utiliser un logiciel pour faire votre comptabilité, vous gagnez du temps et donc vous vous concentrez aussi sur le cœur de votre métier, sur ce qui est votre métier. Et je pense que aujourd'hui, il faut vraiment se dire qu'il y a toujours 5 millions de travailleurs qui sont en difficulté face au numérique et ces travailleurs, ils sont dans des champs qui sont très larges, qui sont très différents. C'est des cols bleus, c'est des cols blancs, c'est tout le monde aujourd'hui est confronté au numérique. Je pense que le confinement nous a au moins montré ça. Je veux dire, ça a fait rentrer dans la vie de tout le monde les Teams, le travail à distance, et on a été obligé d'être confronté plus qu'avant peut-être au numérique. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des vraies fractures et que ces fractures-là, elles n'avaient rien à voir finalement avec un champ socio-professionnel spécifique. On l'a vu notamment à travers l'école. On l'a vu notamment à travers l'école et ça fait exactement la transition avec ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui le métier d'enseignant, il se fait avec le numérique. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait justement aussi pendant le confinement leur métier avec le numérique et qui ont fait preuve de beaucoup de créativité, qui ont fait preuve d'innovation dans la manière d'enseigner. Et je pense que le métier
métier d'enseignant aujourd'hui ne se fera plus sans le numérique et le numérique doit rentrer aussi dans les classes et doit être quelque chose qui rentre dans la vie des jeunes et des élèves dès le plus jeune âge pour que ce ne soit pas une souffrance, pour que justement ce ne soit pas quelque chose un petit peu d'élitiste qui est réservé qu'aux spécialistes de la tech. Il faut que dès le plus jeune âge, tout le monde fasse avec et on a aujourd'hui à la Banque des Territoires évidemment beaucoup de programmes aussi qui rentrent là-dedans à travers le PIA ou on a des PIA comme innovation dans la forme scolaire ou établissement de services qui font rentrer justement dans les écoles aussi des services numériques pour ouvrir le champ de l'école, pour ouvrir le champ de l'école à autre chose et pour ouvrir et les enseignants et les élèves à d'autres choses et à des formations au et par le numérique. Et il faut continuer à aller dans ce sens-là, puisque si on ne prend pas le problème à la racine et si on arrive et qu'on intervient toujours quand le problème est posé et que les personnes sont en difficulté face au numérique, qui sont déjà exclues, on n'arrivera jamais à résoudre le problème et à faire en sorte que justement le numérique ne soit pas subi, mais soit vraiment quelque chose qui permette la créativité, le développement de cette compétence et de se concentrer sur ce qui est vraiment le cœur de son métier. Oui, Emmanuel, allez-y. Excusez-moi, je voudrais réagir parce qu'effectivement, je pense que là, ça pose le débat de fond. Ça pose vraiment le débat de fond. C'est-à-dire que soit on continue à dire le numérique doit et on doit. On doit accepter le numérique. On doit faire avec le numérique. Le numérique est obligatoire. Il est inéluctable. Soit on dit ce que moi je commence à porter comme parole, stop au totalitarisme numérique. Point. Ce que dit aussi Daniel Agacinski, délégué à la médiation du défenseur des droits. C'est-à-dire que oui pour un numérique inclusif, oui pour un numérique encapaciteur, oui pour un numérique émancipateur. Moi, j'ai commencé à 10 ans sur un Embo5 Thomson, grand plan informatique pour tous, comme enfant des quartiers, et ayant appris grâce à l'État qui, à l'époque, a pensé que les enfants devaient apprendre à coder pour sortir de là. Donc, bien évidemment que j'ai une vision positive du numérique, à condition que le numérique reste un choix. À condition, parce qu'on peut parler des gens exclus parce qu'ils sont en situation très difficile, mais on peut aussi parler des gens qui font le choix de ne pas utiliser le numérique et qui doivent garder la liberté de ne pas utiliser le numérique. Mon mari fait partie de ces gens-là. Il y a 2 ans, il a raccroché son smartphone, il a pris un téléphone à clapet, et donc tous les jours, il se bagarre pour essayer juste de récupérer un colis chez le vendeur du coin, qui, comme il ne peut pas présenter de QR code, il commence à plus pouvoir récupérer ses colis. Comment est-ce qu'on peut faire le pass culture? La sobriété numérique va peut-être nous amener à la ça. La sobriété d'ailleurs. numérique par occasion. Comment est-ce qu'on peut faire le pass culture pour des enfants plutôt en difficulté sociale dans des quartiers et faire en sorte qu'ils soient obligés d'avoir un smartphone pour présenter un QR code pour en bénéficier? Mais c'est complètement débile, excusez-moi, quoi, à un moment donné. Donc, on doit absolument décider de quelle société veut-on vivre. Pour ça, on a besoin que les élus, les politiques, et que ça devienne un combat politique. On a besoin de repolitiser la question du numérique comme étant d'abord politique. Et on a besoin que dans les élections qu'on a en ce moment, n'est-ce pas, on en parle. Et si je vous invite à lire Les Furtifs de Damasio, je vous invite à regarder, moi, le premier film qui m'a engagé dans cette histoire, hein, c'est ce petit robot sur une planète, quelqu'un va dire. C'est Wall-E. C'est Wall-E. Est-ce qu'on veut vivre au Wall-E? Une société. Est-ce qu'on veut vivre au Wall-E? C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser faire que le numérique doive tout gérer à notre place, qu'en tant qu'humain, on devienne obèse et qu'on soit dans une société de divertissement, et que la planète soit tellement bien automatisée qu'en fait, on la détruise? Est-ce qu'on veut au lit? Est-ce qu'on va continuer ça? Donc, oui, pour un numérique, jamais obligatoire. C'est ça le sujet. Juste pour réagir, pour qu'il ne soit pas obligatoire, il faut le maîtriser, il faut avoir ce choix-là, parce que si on ne le maîtrise pas, de fait, on n'a pas le choix. Et il faut pouvoir choisir de ne pas le maîtriser. Oui, et il faut que les solutions qu'on nous impose nous y autorisent. Et je dis bien nous y autorisent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter que ce soit conçu uniquement par des gens de la tech pour les gens de la tech, voire par des cabinets de conseil qui ont des intérêts à placer des développeurs une fortune chez des gens. Je vais vous donner qu'un seul exemple. On a travaillé pour les URSAF. Les URSAF essayent d'atteindre 100% de leurs administrés. Comment? En obligeant les gens à devoir utiliser un smartphone ou un ordinateur pour pouvoir répondre à leurs obligations administratives. Moi, je suis désolée, si je suis mamie Ginette sur l'île de Ré, que j'ai 92 ans ou même 67 ans, que je suis en vacances, que je fais le choix de ne pas avoir envie de payer un abonnement, de ne pas avoir envie d'avoir un ordinateur parce que c'est mon lieu de vacances, je fais le choix. Pourquoi je devrais obligatoirement obéir à cette injonction? Alors que ma femme de ménage qui vient, elle a un smartphone parce qu'elle est active et que c'est son outil de travail,
qu'on peut horodater qu'elle arrive le lundi à 16h et qu'elle repart à 17h, parce que l'ordinateur, le smartphone le permet, et qu'il suffit d'avoir un serveur vocal qu'appelle Madame Ginette pour dire « Madame Ginette, Brigitte est bienvenue tel jour, de telle heure à telle heure. Oui, ça fait bien 5 heures ce mois-ci. Oui. Tu la payes toujours 20 € de l'heure. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour un virement de 100 €? Oui. Et le virement part automatiquement de la banque. » Donc, il faut que les services aient un plan B qui ne soit pas numérique, c'est ça? Qu'il soit numérique au sens digitalisation, mais qui n'oblige pas que la charge de travail soit portée par l'usager final, que ce soit l'usager final qui doive avoir un équipement, qui doivent savoir faire, qui doivent avoir les compétences. Eh ben non, on n'est pas obligé de ça. On peut penser un numérique utile à la société, durable et pérenne. On peut penser un numérique inclusif, mais penser un numérique inclusif, c'est pas obliger tout le monde à devenir des ouvriers du numérique. Penser un numérique inclusif, c'est penser des numériques qui adressent toute la population en les respectant dans leur liberté et dans leurs choix fondamentaux. Et Erwan, je crois que vous souhaitez réagir, et Cécilia également. Oui, là c'est un point fascinant, parce qu'on est un point vraiment essentiel. Je pense qu'on est face aussi à, c'est pour ça qu'on a besoin d'une culture numérique, d'un habitus numérique. On est presque face, c'est peut-être ça le fondement de la lutte des classes 2.0. C'est ceux qui vont pouvoir se déconnecter et ceux qui ne pourront pas justement le faire. La civilisation du poisson rouge, c'est un essai écrit par Bruno Patino, le patron d'Arte, qui est absolument fondamental. Moi, ça a changé ma façon de voir le numérique. Depuis, j'ai supprimé toutes les notifications que j'avais pu avoir sur mon téléphone. Je me suis posé la question d'un téléphone à clapper à ce moment-là. Il montre en fait comment est-ce qu'on est devenu esclave, et il utilise le mot esclave justement du tout numérique, c'est-à-dire de la sursollicitation cognitive et intellectuelle. C'est-à-dire que vous recevez en moyenne une notification toutes les 30 secondes. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez plus du tout de temps, alors il explique ça d'un point de vue très neurologique, vous n'avez plus de temps linéaire lié justement à la concentration. Votre concentration en fait se détruit. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est en train de, il y a des études qui ont été faites notamment par Harvard qui montrent qu'aux États-Unis, la génération qui a à peu près 20-22 ans maintenant n'est pas capable d'avoir un temps de concentration supérieur à 9 secondes. Et le seul animal qui justement dans le règne animal a un temps de concentration moindre, c'est le poisson rouge à 8 secondes. Et donc du coup, d'où le titre de son essai. Et ça pose vraiment un gros souci parce que ceux qui auront la capacité justement de maîtriser le numérique, c'est-à-dire de pouvoir dire non. Non, je ne regarde pas Twitter. Non, je n'ouvrirai pas WhatsApp. Non, je ne regarderai pas mon smartphone pendant 1 ou 2 heures parce que je vais avoir envie de m'ennuyer. L'ennui va devenir aujourd'hui un signe extérieur de richesse. Et donc, du coup, plus on est capable de penser, donc du coup, d'avoir cette culture et cet habitus numérique-là, donc de se dire effectivement que c'est un outil, mais comme tout outil, il peut justement avoir ses limites et avoir ses effets pervers. Et ben, si je ne suis pas capable de penser ça, je deviens esclave de cette machine-là. Et donc, du coup, je deviens esclave, en fait, de ce système sans faire du marxisme de base, mais je deviens esclave, en fait, de quelque chose qui m'échappe. Je m'autodétermine par rapport justement à ma capacité ou non à répondre à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi, on parlait des métiers qui émergent, on parlait de la réflexion qui émerge. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi, notamment en France et surtout en Europe, à avoir créé un humanisme des numériques. On manque aujourd'hui de philosophes, on manque d'ethnologues, on manque d'anthropologues, on manque de penseurs, on manque de personnes qui justement arrivent à penser le rapport qu'on peut avoir justement avec ce numérique-là. Aux États-Unis, tout va très vite aussi. On est dans une échelle de temps incroyable. Et puis là, avec l'épidémie de coronavirus, il y a eu une accélération. Et ce que vous dites peut s'illustrer beaucoup à travers le télétravail, parce que finalement, ça a créé des inégalités entre ceux qui arrivaient à mettre l'ordinateur à distance et ceux qui se sont complètement noyés dans la charge de travail à cause du télétravail, alors même qu'on disait que ça concernait les cadres et que les cadres faisaient partie des inclus numériques. Alors, on arrive à 10h et peut-être bientôt au temps des questions. Donc, Cécilia, je voulais vous laisser la parole parce que je pense que le débat est intéressant à clore. Oui, on parlait beaucoup de l'usage et de la capacité de pouvoir allumer ou éteindre l'interrupteur en conscience, mais il y a aussi ce qui nous est servi, on va dire, et la manière dont on s'en saisit. Et ce qui est hyper important, c'est que le numérique ou l'outil numérique, il est en construction aujourd'hui. Il y a des questions de cloud, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle aussi. Et tout ça, c'est en construction aujourd'hui. Et si encore une fois, si on laisse ceux qui sont déjà dans la place le construire, on va avoir les biais actuels de la société, mais en puissance 1000. Et là, ça va devenir vraiment très, très dangereux. Donc, si on veut pouvoir être en maîtrise et en contrôle de ça, il faut d'une part, certes, être attentif à ce qu'on laisse passer ou pas, et aussi mettre plus de diversité dès la phase de production. Pas naître uniquement dans cette phase interrupteur ou dans la légalisation ou dans la régulation. C'est vraiment dès les fondements, dès la création et la production de ces outils qui sont pas neutres du tout puisqu'ils sont construits par l'humain.
qu'il faut vraiment avoir cette attention-là à la diversité, à la mixité. Donc, par exemple, imaginer un site accessible dès le début plutôt que de une fois sur deux ne pas y penser ou une fois sur deux le rendre accessible a posteriori. C'est vraiment l'imaginer comme étant accessible. Et puis pour les questions d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, c'est vraiment faire en sorte que les personnes qui construisent ces nouveaux univers, ces nouveaux usages soient aussi représentatifs de la société. Et vous, en tant qu'acteur de la formation à Simplon, vous avez aussi un rôle important dans la création des nouveaux référentiels, des nouveaux diplômes. J'imagine que c'est un enjeu important aussi quand on essaie de faire accepter un nouveau métier, enfin de le déterminer, de le définir. C'est quelque chose qu'on a en tête? C'est vraiment ce qu'on considère, peut-être pas au premier titre, mais si, en fait, dès la genèse, quand on identifie des compétences nouvelles ou des métiers nouveaux, on a toujours cette question de la diversité qui vient chez nous en premier lieu et qui est indispensable au lancement de quelques formations que ce soit. Alors, on n'a pas pu aborder beaucoup cette question des nouveaux métiers. On a parlé des métiers qui disparaissaient ou qui évoluaient. Donc, peut-être que ce sera le cas à travers les questions. Donc, je vais regarder tout de suite du côté des questions lesquelles ont reçu le plus de votes. On a 19 questions. Alors, une question de Christine à tous les intervenants. Quel monde idéal de demain voulez-vous bâtir en termes de formation et d'emploi numérique? Bon, je pense qu'on y a un peu répondu. Et comment le bâtir? Quelles sont les principales mesures à prendre? Alors, si on part dans l'opérationnel, qui souhaite répondre à cette question des mesures à prendre? Je vais me lancer. Je pense qu'il faut ma conviction profonde, c'est qu'au moment où le monde s'est globalisé, le moment où le monde est globalisé, eh bien, on est passé d'un monde où avant il y avait des traducteurs en anglais à un monde où on parle tous une espèce de globish bizarroïde, mais qu'on appelle le globish, c'est-à-dire cette langue internationale qui n'est plus de l'anglais, mais qui nous permet à tous de communiquer. Et donc ça, on l'a fait parce qu'on a introduit dans tous les programmes de l'anglais comme étant nécessaire pour tous et pour tout le monde. Et je pense que ça passera d'abord par là. C'est-à-dire que la chose numérique, et je dis bien la chose numérique, c'est-à-dire la philosophie numérique, comment le numérique réinvente la relation entre nous, doit être enseigné dès le plus jeune âge comme étant une nouvelle compétence du socle fondamental. Mais pas par des profs de maths et de techno, j'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux, mais plutôt par des profs de français et de philo. Pourquoi? Parce que le numérique, c'est une autre manière d'écrire le monde. C'est une autre forme d'écriture. Quand j'écris un tweet, quand je prends mon identité sur un réseau social, quand j'apprends à écrire mon identité, et j'apprends une autre langue, mais au sens une autre manière d'écrire et de relationnel. Donc la mesure numéro 1, c'est les programmes scolaires. La mesure numéro 1, c'est l'introduire comme de la culture générale à l'école. On a tous appris le nord, le sud, le continent. On n'est pas tous géographes. On doit apprendre le numérique dans son objet politique. Et puis après, certains d'entre nous en feront leur métier. D'autres seront juste des citoyens éclairés. Qui d'autre souhaite répondre par rapport aux mesures à prendre, même si on n'est pas là dans une campagne? Rapidement, supprimer le diplôme, le remplacer par non pas une certification des parcours, mais bien des compétences et des expériences. Il y a beaucoup d'expérimentations qui existent comme ça, l'approche par badge. Mais en fait, c'est la façon qui est pouvoir de dire, je sais pas, on vous animez une conférence, vous faites un tel et tel travail, ou vous serez, ne serait-ce que vous venez réparer le l'évier de votre voisin, il pourra vous dire, je vois qu'en fait tu as cette compétence-là et je te la valide. C'est la meilleure façon Validé par les pairs, du coup, c'est ça l'idée? Par les pairs. C'est la meilleure façon, je pense, de sortir justement de cette rente qu'est le diplôme et de pouvoir vraiment valoriser les parcours et surtout du coup d'inciter les gens non seulement à se former mais aussi à aller explorer et avoir cette curiosité pour faire énormément de choses à laquelle elle n'était pas forcément déterminée, j'utilise le mot haïtien, déterminée à la base de leur parcours scolaire. Par rapport aux mesures à prendre, d'autres, vous souhaitez répondre? Non. Donc, je passe à la question d'après, en essayant de respecter l'ordre des votes. Alors, comment expliquer que dans beaucoup d'administrations, il y a tant de fractures numériques internes et que le personnel ne soit pas tous formés au numérique? Donc là, peut-être vous faisiez allusion aussi à ce que vous disiez, Emmanuel, sur les URSSAF et les travailleurs sociaux. Pourquoi certaines plateformes administratives ne sont pas en accessibilité universelle, handicap, etc.? Alors, pourquoi autant de retard, peut-être, par rapport il y a un gap, peut-être, entre le discours public et puis l'état actuel de l'administration de l'accessibilité? Mais je pense, parce que, justement, et c'est tout le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le sujet de la définition actuelle par l'ensemble des acteurs
dont nous sommes ici aussi la MENUM en partie, de l'acceptation ou pas du mot de la définition de l'inclusion numérique. Par défaut, nous considérons que les gens inclus socialement sont inclus numériquement. Et donc, par défaut, mais moi je l'ai vu avec mon père, je vous parle de ça il y a une bonne 30aine d'années. Mon père avait une secrétaire. Un jour, on lui a mis un ordinateur sur son bureau et on lui a dit, comme tu es formé, que tu es inclus et compagnie, donc tu vas passer de la secrétaire à l'ordinateur comme ça. Pas de formation, rien. Puis 5 ans après, il a vu le modem arriver, puis il y a eu un truc, ça s'appelait le mail, comme ça. Pas de formation, rien. Et on considère que non, on est inclus, donc évidemment qu'on sait faire. Et donc ça enclenche un drame, vraiment un drame. J'utilise le mot vraiment. Moi là, je suis en train de faire une mission pour le département de la Corrèze, et dans les administrations de la Corrèze aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement en fragilité numérique et qui sont gênés dans leur geste du quotidien par rapport au numérique, et gênés à leur niveau juste dans l'usage, et qui sont même pas conscients à quel point ils sont incapacité à pouvoir penser la transformation de leur métier, à pouvoir l'anticiper comme votre neurochirurgien et à pouvoir imaginer leur métier de demain. Ils sont même pas là, ils sont même absents de ce territoire-là. Mais on met leur RH, tout le monde considère que non, que les exclus, c'est les autres. Oui. Et donc, voilà. Donc il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. On a laissé les gens face à cette arrivée. On a considéré que, vous savez, c'est le fameux truc qui dit on est digital natif. Donc, en fait, vous savez, on est né après la naissance de l'automobile. Donc, il n'y a pas besoin de passer son permis, quoi. On dit la même chose par rapport au numérique. Parce qu'on est né après. Et en fait, voilà, prends la voiture, roule, pas de problème. Non, en fait, ça marche pas comme ça. On a besoin d'être formé, on a besoin d'être accompagné tous les jours et face à des évolutions extrêmement rapides. Et donc, on a besoin d'apprendre, qu'on a le droit d'apprendre par soi-même, qu'on peut apprendre par les pairs, etc. Il y a beaucoup de questions. Julie, allez-y. Rapidement, juste pour dire que mais ça rejoint tout ce qu'on s'est dit sur la table ronde, le numérique ne peut pas tout. Et bien sûr, il faudrait que tous les sites soient accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap, mais il y a des sites aujourd'hui d'administration, et je ne les nommerai pas, qui sont très complexes et très compliqués à comprendre par n'importe quel usager et n'importe quel citoyen. Et c'est parce qu'ils regroupent un nombre incalculable de démarches qui sont elles-mêmes en soi nombreuses et complexes. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas penser le numérique sans l'humain. L'humain est très important. La médiation, l'accompagnement par un être humain est très important, et c'est ce qu'on porte aussi, et c'est ce qui est porté par des programmes comme France Service. Et je pense que c'est important de ne jamais justement oublier que le numérique a besoin de l'humain et qu'il ne peut pas tout. Juste, mais en une phrase, le numérique peut aussi simplifier l'accès au droit. Et ça, on l'a pas pensé parce qu'il n'y a pas de volonté politique, y compris dans les grands cabinets, dans les grands cabinets, et pas que politique, mais dans les cabinets de conseil aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas difficile de dire telle personne a plus de 5 ans sur le territoire et telle personne était effectivement en emploi, donc on fait son titre de séjour automatiquement. Numériquement parlant, faire un if durée égale plus de 5 ans, alors droit au oui, c'est quand même la base. Même un gamin de 6 ans, de 15 ans, sait coder ça. Ça éviterait pas mal de mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique de simplifier l'accès au droit par le numérique. Et je crois que ce n'est pas tout à fait le cas actuellement. Pour tous. Il y avait une question de Laura, donc j'ai trié un petit peu les questions par vote. Bonjour, comment sensibiliser les élus au numérique alors qu'ils voient le numérique comme non maîtrisable et ne le voient parfois même pas comme un outil? Une question par rapport aux politiques. J'en profite pour dire aussi que dans la salle, même si vous n'êtes pas très nombreux ce matin, si vous avez des questions, évidemment, on les prendra. Oui, je pense qu'il y a ça fait le lien avec la réponse d'Emmanuel juste avant. Je veux pas défendre nos amis politiques, ou dans les cabinets, mais je pense que c'est pas une volonté. Je pense que c'est une incompréhension. C'est pas une volonté justement c'est qu'en fait aujourd'hui dans la plupart des parcours les plus brillants justement qu'on puisse avoir à la tête de l'État, jamais le mot numérique est parlé. Ou alors maintenant on en parle dans des programmes à l'ENA, c'est comment lutter contre les GAFA. Et c'est toujours sur cette question de la souveraineté ou alors d'un point de vue toujours politique. Le problème c'est que la classe politique aujourd'hui, comme la classe dirigeante, comme l'élite qu'on pourrait avoir, même intellectuelle ou même culturelle, peut-être surtout encore plus dans le domaine de la culture, est complètement justement hermétique aux transformations numériques. Et donc du coup, on voit le numérique comme étant juste c'est de l'intelligence artificielle, c'est des robots, donc c'est les geeks. Il y a eu un débat il y a pas quelques jours justement sur le numérique dans l'éducation nationale. On disait oui, les enfants sont geeks, donc ils arrivent mieux que les profs. Non, c'est tant qu'on n'arrive pas justement à penser comme étant le numérique comme étant un changement civilisationnel. Et c'est pour ça, je pense qu'on est. Vous citiez avant Gutenberg. Je pense qu'effectivement, on est dans l'ordre de la même révolution, mais on s'en rend pas encore compte parce qu'on est au creux de la vague. Tant qu'on n'arrive pas justement à comprendre ça, on n'arrivera pas justement à comprendre que tout le monde doit s'en emparer. Donc encore une fois, la nécessité d'avoir l'habitus et la culture du numérique. Et tant que nos politiques n'auront pas justement pris conscience de ce changement fondamental-là, on n'aura pas justement cette infusion dans toute la société.
Donc, il faut des programmes de formation à l'Assemblée nationale. On le dit clairement ce matin. Il y a une autre question, à moins que vous souhaitiez répondre sur une question plus précise sur les formations. Donc, les formations numériques sont toutes orientées vers un profil bac minimum et expérience. Qu'y a-t-il pour les non-bac, mis à part technicien maintenance? Alors, Cécilia, je me tourne naturellement vers vous. Quand on n'a pas le bac et qu'on n'a pas d'expérience, alors je ne sais pas de quelle expérience à laquelle on fait allusion, mais voilà. Justement, effectivement, il y a les formations techniciens en maintenance qui existent et qui peuvent être poursuivies d'autres formations, voilà. Mais il y a aussi des formations plus techniques. Et je reviens toujours sur cet exemple de développeur-développeuse web parce que c'est celle qu'on a le plus déployée quantitativement et qui est accessible chez nous sans prérequis de diplôme. Donc, on a la moitié des apprenants, des apprenantes qui ont le niveau bac ou moins. Donc c'est pas 50% qui ont moins que le bac, mais ça dit quelque chose pour un parcours qui, à l'issue, est diplômant, certifiant d'un niveau bac plus 2. Et on a énormément d'exemples d'apprenants, d'apprenantes qui sont arrivés sans aucun diplôme, mais avec de la motivation. Et puis, il faut pas non plus faire semblant que ce métier est accessible à tout le monde sans aucun prérequis, quel qu'il soit. Nous, on dit qu'il n'y a pas de prérequis de diplôme. Par contre, il y a des prérequis techniques ou en tout cas de manière de réfléchir ou de concevoir les choses et d'intelligence ou en tout cas de manière de concevoir qui sont importantes et qui sont pas du tout sanctionnées par des diplômes aujourd'hui et un diplôme ne dit rien du tout de ça. Donc nous, ce qu'on va aller chercher dans les candidats à nos formations, c'est la motivation, de la compréhension de ce qu'est ce métier-là, ou en tout cas d'un souhait d'orientation professionnelle, et aussi cette aptitude mathématique, mais pas au sens scolaire du terme. Au contraire, justement, c'est des personnes pour qui le système n'était pas forcément très favorable, y compris sur les mathématiques qui cristallisent un petit peu généralement les problématiques scolaires. Et du coup, avec une pédagogie différenciée, on peut vraiment aller chercher des personnes qui n'ont pas de diplôme, et ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont pas faites pour ce métier. On a des personnes qui peuvent avoir un bac plus 5 qui seront absolument incapables de comprendre la façon dont le code s'écrit et au contraire des personnes qui sont autodidactes ou même qui n'ont pas de diplôme sans être forcément aller chercher ce qu'est le numérique et qui ont cette capacité un peu intuitive mais qui doit être bien sûr ensuite creusée d'aller coder sur tel ou tel langage. Donc le niveau de diplôme ne dit vraiment rien du tout. Et en combien de temps on se forme pour être développeur aujourd'hui à Saint-Plon? Ça doit dépendre des parcours, j'imagine, mais plus pour donner une idée concrète. Ça dépend vraiment des parcours, mais pour le métier de développeur, en 800 heures, donc en 7-8 mois, alors de manière très très intensive, on est sur du 35 heures semaine de formation. Il faut s'accrocher. On peut obtenir le titre développeur. On a aussi des formats plus courts en intensif, mais qui sont liés ensuite à des formations en alternance, puisque la mise en situation au sein d'équipe permet une montée en compétences très importante, mais donc en 4 mois, pour peu qu'on poursuive ensuite l'apprentissage, mais de toute façon, ça se fera tout au long de la vie. Pour les métiers en général et pour ce métier en particulier, on peut, sans niveau de diplôme de prérequis, atteindre ce métier-là. Et une fois qu'on est diplômé comme développeur chez Saint-Plon, est-ce que c'est une équivalence d'un niveau bac ou pas du tout? Parce que ça peut inquiéter aussi des gens. Est-ce que finalement ça sanctionne un niveau? C'est une équivalence bac plus 2. Voilà, une équivalence bac plus 2. Super. Alors je prends la question d'après, une question de Lise. Si les métiers à forte valeur ajoutée, lien social, sont ceux qui sont le plus pérennes demain, car non automatisables, quelle place aura le numérique sur ces métiers? Quelles compétences techniques est-ce que cela mobilisera ou nécessitera de mobiliser? Alors, je ne sais pas si la question vous était adressée, Erwan, à vous qui avez parlé justement des métiers à la périphérie du numérique. Alors sur les métiers, là on parle beaucoup des métiers du soin, des métiers du care notamment. Il y a l'actualité politique aujourd'hui sur tout ce qui concerne l'accompagnement de l'autonomie, notamment. C'est des métiers où on voit qu'ils sont extrêmement en tension, dont on va avoir énormément besoin. Ils auront besoin du numérique pour ne serait-ce que de la data, pour effectivement regarder par exemple les cycles d'attention ou les cycles de soins de la plupart de leurs patients, de la plupart de leurs accompagnements. En tant qu'aidant, il y a des outils aujourd'hui qui sont en train d'émerger, qui sont absolument fantastiques et phénoménaux. Après, ce ne seront pas des métiers purement hard-tech. Il faut bien se dire ça aussi, c'est que dans l'économie numérique, dans le monde numérique, il y a aussi de la place pour des métiers low-tech. Il y a de la place pour des métiers qui, du coup, doivent capitaliser sur autre chose, sur cette capacité d'empathie-là. Et je trouve que c'est aussi un formidable message que de se dire, demain, on peut créer de la très forte valeur ajoutée. Alors,
ça demande aussi qu'on voit aussi la façon dont on mesure la création de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas forcément tous les logiciels pour le faire, mais la création de valeur ajoutée sociale peut aussi se faire si jamais, même quand on est complètement techno-neuneux, comme je peux l'être ou comme d'autres peuvent l'être. Et donc, c'est pas parce que j'ai une aversion par rapport au numérique que j'aurai pas ma place dans ce monde-là. Et c'est en ça, justement, que je trouve ça assez intéressant. Juste en un mot, tu parlais tout à l'heure de la complémentarité, de la nécessité de complémentarité. Et je pense qu'effectivement, dans la question, il y a un peu cette question-là. C'est-à-dire que si je suis demain dans un métier très lié à l'empathie, à l'interaction, au relationnel humain, eh bien, je dois pouvoir rentrer en relation avec la machine qui m'accompagne. Et donc, rentrer en relation avec la machine, le logiciel, le soft, ce que vous voulez. Rentrer en relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre fondamentalement ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, que ce que fait l'indicateur, c'est de nous donner qu'une indication et non pas une décision à notre place, que oui, si notre instinct nous dit qu'on peut le dépasser, il faut peut-être qu'on le dépasse. Et donc, mais pour ça, ça demande à comprendre et non pas à subir, ne pas penser que c'est une nouvelle réalité. La machine a dit, donc je fais. C'est ne pas devenir l'esclave de cette machine, mais tisser une complicité à la machine. Et la complicité demande à la machine, demande à comprendre que le logiciel, ok, il fonctionne de telle manière, qu'il a peut-être tel biais, que dans telle situation, ça peut donner ça à ça. Et puis tout le monde parle de la data comme si c'était un truc extrêmement compliqué. Mais vous avez tous dans la salle ici, en ligne, je pense, ne serait-ce qu'au moins, au minimum, un fichier Excel quelque part, ne serait-ce que pour organiser vos vacances. Et c'est effarant à quel point, y compris dans la salle ici, je pense que si je prends tout le monde dans un atelier, nous verrons que la capacité à savoir structurer un simple fichier Excel et que savoir qu'une date, c'est un format date ou qu'un lieu, c'est un format lieu et qu'on peut pas mélanger dans la même colonne des choux et des carottes si demain on veut pouvoir trier, et que la data, ça se trie, ça s'évalue, ça se compare. Mais je pense qu'on fait même l'exercice pour de vrai, quand vous voulez, en disant, OK, on tente pour voir notre compétence, et on va voir à quel point les gens qui sont brillants ici dans cette salle que je connais et qui sortent de très grandes écoles ne sont pas formés à juste savoir manipuler de la data de base. Et la data de base, c'est pas être data scientist, c'est utiliser votre fichier Excel et amener de l'intelligence dans votre fichier. Et donc la question de comprendre, d'avoir les bases, d'avoir les fondamentaux qui vont permettre un dialogue utile. Et quel que soit notre métier, que ce soit un métier du care ou pas. Oui, oui, tout à fait. Le journalisme aussi, d'ailleurs. C'est bien entendu. Une question de Christelle. Concrètement, nous, agents France Service, sommes censés accompagner les usagers à l'utilisation du numérique. Or, la réalité est tout autre. Nous faisons à la place d'eux, mais nous n'avons aucun code d'accès pro. Comment faire pour tous ceux qui n'ont pas accès au numérique et qui n'ont aucun accès ? Julie. Alors, en effet, c'est dans 75% des cas, d'ailleurs, pour être précise et donner un chiffre exact, que les agents, ou en tout cas les médiateurs de manière générale, font à la place de l'usager et pas avec l'usager. Donc, on est bien d'accord qu'il y a un réel enjeu et ça rejoint exactement tout ce qu'on disait avant. On peut être spécialiste du numérique et ne pas être spécialiste des démarches administratives et inversement, voire les deux. Donc, ça ne veut rien dire. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un problème, et c'est ce qu'on disait plutôt dans la table ronde, de penser aussi l'accessibilité aux outils et penser aussi l'outil pour que tout le monde puisse y avoir accès et encore une fois acculturer aussi tout le monde au numérique. Et ça veut dire que les outils sont mal pensés concrètement? Ça veut dire que faire à la place de quelqu'un? Ça veut dire que pour moi, il y a deux sujets. Il y a les outils en soi, ça c'est un sujet il y a certaines plateformes qui ne sont pas complètement ergonomiques, notamment des plateformes de l'État. Et il y a ce qu'on disait, il y a le fait de savoir dès le plus jeune âge maîtriser le numérique, être acculturé au numérique, et encore une fois pour aussi faire le choix de ne pas l'utiliser. Je pense qu'on est aujourd'hui aussi dans une injonction, y compris dans les démarches administratives d'ailleurs, dans le tout numérique. Or, il faudrait pouvoir avoir le choix aujourd'hui, oui, de le faire. Enfin, moi, je prends mon exemple complètement personnel. Ça m'arrange complètement de faire ma déclaration d'impôt en ligne. Je trouve ça pratique, je trouve ça plus facile. Eh bien, si des personnes ont ou veulent ne pas le faire, ils devraient pouvoir avoir le choix de ne pas le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment là-dedans, offrir le choix. Et pour offrir le choix, il faut aussi donner les mêmes chances à tous et partir du même niveau. Et c'est en cela que la question de la formation, la question de l'éducation est essentielle. Et sur la réponse à la question par rapport à cette personne, il y a quand même aujourd'hui effectivement, d'abord, il y a des gens qui seront définitivement en difficulté. Il y a des gens qui, mais comme il l'a toujours été, c'est pour ça qu'il y a des travailleurs sociaux, entre autres, c'est qu'il y a toujours eu des gens en difficulté face à l'administration.
Donc, il y a des gens illettrés encore aujourd'hui en France, il y a des gens analphabètes encore aujourd'hui en France, il y a des gens en difficulté cognitive, il y a des gens, voilà, pour plein de raisons, en difficulté de dépression haute, qui peuvent pas, ils ne peuvent pas. Donc, par rapport au CNFS, au Conseil numérique France Service, normalement, il y a un outil qui s'appelle Aide en Connect, je ne sais pas où ça en est, mais qui leur permet effectivement de se connecter au titre du tiers pour pouvoir faire les démarches. Et ça pose des questions de responsabilité juridique. C'est-à-dire que si je réponds mal les impôts à la place de l'autre, est-ce que je suis coupable ou pas? On en parlait avec les travailleurs sociaux de la Loire la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est une question, mais normalement, on est en train de les outiller. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un travail pour les outiller, pour leur donner la possibilité de se connecter à la place et en lieu de l'autre. Mais j'ai pas tous les tenants aboutissants. Tout à fait. Il y a aussi des outils qui leur permettent d'alerter directement aussi les personnels de la CAF, les personnels de la DGFiP, justement aussi pour éviter cette problématique-là et la problématique de est-ce que je suis responsable si je réponds mal ou si je fais complètement à la place de l'usager, et avoir vraiment du coup la possibilité complète aussi de solliciter les personnes qui sont spécialisées dans cette démarche. Mais là, on va aussi pour moi encore au-delà de la question du numérique. Alors peut-être une dernière question avant de laisser la conclusion à Guilhem Pradalier. Une question de Lise. Il y a aussi une fermentation du rejet du numérique. Les métiers à forte valeur ajoutée empathique me semblent surreprésentés dans ce rejet aujourd'hui, car il y a pour eux une antinomie entre le lien humain et l'outil numérique. Comment leur donner de la vision, les sensibiliser? Donc en effet, comment faire pour que ces métiers du care, ou qui seront peut-être à la périphérie des métiers plus techniques, etc., ne soient pas dans un rejet, quoi, finalement dans une opposition, qu'on ne soit pas dans quelque chose de binaire? En permettant à tous de créer une autre relation au numérique. Et donc, en sortant de l'imaginaire que le numérique, c'est technique et c'est un outil, en redisant que le numérique, c'est une nouvelle forme d'écriture et de faire ensemble. Et donc, on a fait, nous, une expérience. On a créé la première classe horaire aménagée pour le numérique à Saint-Gabriel, en Vendée, qui est un collège et lycée vendéen, dans lequel on a pris des gamins dès la 6e. On a fait 4 heures de culture numérique, comme on fait de la culture musicale. Et donc, on l'a fait avec les profs de français. On l'a fait avec les profs d'histoire géo. Comment est-ce qu'on utilise la donnée en histoire géo pour pouvoir y voir les flux migratoires des oiseaux ou je ne sais quoi? Et donc, de dire que c'est notre rapport au monde, c'est un nouveau vocabulaire. Si nous n'avons pas les mots, voyons Orwell et relisons les questions d'un novlangue, si nous ne possédons pas les mots, nous ne pouvons pas penser le monde. Et donc, si on ramène le numérique comme étant des mots qui permettent de penser le mot, et donc si c'est les profs de français qu'on embarque là-dedans, et c'est pas les plus simples, mais parce qu'on leur a dit, c'est pas vous, on leur a dit, non, c'est un truc de texte, c'est les matheux à côté, mais non, c'est pas des maths, bordel, quoi. C'est une manière d'écrire le monde. Et si on arrive à recréer ça et à dire que le numérique, c'est pas un outil, c'est d'abord une politique et c'est une vision de la relation et du niveau relationnel qu'on veut à la population, alors on ramènera les gens qui veulent s'occuper des relations humaines. C'est aussi simple que ça. Erwan? On aura tout perdu si on oppose justement en capacité d'empathie, numérique et non numérique. Si d'un côté on se dit il y a deux types de créateurs de forte valeur ajoutée, il y a ceux qui font du care et ceux qui font de la hard tech, je pense qu'on aura tout perdu. L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Petit exemple dans le cas justement de l'accompagnement, les Japonais ont déjà développé des petits robots d'aide justement à l'attention pour les enfants souffrant de troubles autistiques. C'est des robots qui, en fait, contrairement à l'humain, ont une attention de 24 heures sur 24 et permettent, en fait, grâce là encore à de la data, de voir quels sont les pics d'attention justement de l'enfant pour justement arriver à l'accompagner au mieux justement dans cet handicap-là. Un humain ne peut, quand vous discutez avec des aides-soignants, ils vous disent que chaque humain a une patience, a une limite et donc du coup ne peut pas avoir cet accompagnement 24 heures sur 24. Par contre, le fait justement, donc c'est des petites peluches sous forme souvent de dauphins ou de pingouins et donc du coup c'est des peluches qui en fait sont une vraie aide, des peluches robotisées sont une vraie aide pour ces enfants-là et donc du coup après l'aide-soignant arrive là-dessus et donc du coup récolte la data, utilise cet objet-là comme étant une béquille et donc du coup peut accompagner encore lui, utiliser toute sa science pour accompagner encore mieux l'enfant. Et donc du coup en fait on remarque dans la plupart des tests qui sont faits que justement l'accompagnement homme-machine pour ces profils-là a de meilleurs résultats que l'accompagnement machine tout seul ou homme tout seul. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut voir ça vraiment effectivement comme un outil, une béquille sur laquelle s'appuie, enfin aussi comme un outil et pas comme un choix politique. Mais il faut du coup, encore une fois, s'emparer justement de cet outil-là comme étant un outil politique et donc du coup ne pas le rejeter, mais bien le façonner à sa façon. Et je pense que dans le rejet systématique de se dire je suis anti-numérique, je veux justement refuser tout ça, je pense qu'on aura absolument tout perdu. Alors, Julie voulait ajouter quelque chose. Juste un mot, il faut aussi politiser les codeurs.
je pense que le développeur qui a développé la fonction d'un logiciel qui s'appelle Pronote, que vous connaissez probablement, qui fait qu'aujourd'hui, quand un prof met la note est envoyée à son parent sans l'accord de l'enfant. Est-ce que ce développeur avait l'envie politique de priver l'enfant du droit de transmettre sa note, ou juste il n'a pas pensé ce qu'il était en train de coder? Et donc il faut politiser les devs, et là Simplon et d'autres acteurs, vous avez un rôle à jouer d'introduire de la philosophie, de la politique auprès des développeurs que vous développez, que vous développez ou que vous formez. Juste rapidement, parce que je pense qu'en fait, c'est pas vrai que les personnes qui sont dans le social et dans le métier du care sont forcément réfractaires au numérique. En fait, ça dépend de quoi on parle quand on parle de numérique. En fait, le numérique, c'est pas que coder. Le numérique, c'est pas que être développeur web. Parfois, et souvent même, on utilise le numérique sans s'en rendre compte. Et c'est des personnes qui utilisent le numérique et qui ne s'en rendent pas compte. Moi, je connais plein de profs de français qui ont utilisé le numérique et qui l'utilisent et qui le travaillent avec leurs élèves. Les agents France Service aujourd'hui, et qui sont là et qui nous écoutent et qui pourront probablement le confirmer, c'est pas des développeurs web, c'est pas des spécialistes de la tech. Pour autant, ils utilisent le numérique pour accompagner. Il y a des très bons programmes comme le programme Promeneur du Net, où ce sont des psychologues qui sont sur Internet, qui sont sur les réseaux sociaux et qui accompagnent aujourd'hui les jeunes. Et c'est un usage du numérique, c'est un usage du numérique avec des métiers du care. Et je pense que c'est pas vrai de dire qu'ils sont forcément réfractaires. Je pense que juste il faut qu'on s'accorde sur, en effet, le fait que le numérique, ce n'est pas que coder, c'est pas que un truc très technique, c'est un truc qui aujourd'hui est dans notre vie de tous les jours et qu'on l'utilise tous sans plus ou moins s'en rendre compte. En fait, l'enjeu aujourd'hui au XXIe siècle, et c'est l'enjeu des humanités numériques, c'est d'utiliser le numérique intelligemment et à bon escient. Merci beaucoup. Alors, je prends quand même la petite question de Jérémy. Est-ce qu'on peut avoir le nom des outils pour signaler au service de l'État les usagers en handicap numérique? Est-ce que vous avez le nom de cet outil-là qui a été fait? Je pense que c'est l'outil Aidant Connect. Si c'est pour les usagers en handicap numérique, en tout cas, c'est pour faire à la place de ces usagers-là qui rencontrent des difficultés particulières. Ce sera dit. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions riches. Je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant 1 heure, mais l'heure est à la conclusion. J'en profite simplement pour vous signaler le dernier numéro de Chute qui est consacré entièrement au travail, en fait, à la question du travail, donc pas seulement l'emploi. Et on a intitulé ce numéro Les nouveaux codes du travail. Et je pense que la table ronde faisait un bon rebond par rapport à tout le dossier. Guilhem, je vous laisse la parole, la conclusion à vous. Il vous reste quelques petites minutes. Merci. Merci Catherine, merci aux intervenants. J'ai trouvé le débat passionnant. C'était hyper intéressant. En plus, les angles étaient décidément très complémentaires. J'espère que vous aussi, sur place ou en ligne, vous avez aimé ce débat et les idées qui ont été évoquées. Alors, je me prenais quelques notes et je me dis qu'il est quand même pas facile de conclure après qu'on ait commencé une discussion sur l'emploi et qu'on ait été amené à parler d'automobile, de Gutenberg, de neurochirurgie ou de techno-clergé. Je vais essayer de vous donner quelques éléments que j'ai retenus tout de même, hein, puisqu'il y avait quand même beaucoup de profondeur dans les échanges. Moi, je retiens avant tout comme souvent, hein, quand on est face à un risque, on est aussi face à une opportunité. Le risque évidemment sur l'emploi, un risque même plus large, hein, au-delà de l'emploi, sur les questions de faire société et la manière dont on est citoyen ensemble. Une opportunité, j'en retiens une qui me paraissait intéressante, c'est-à-dire quand on est face à quelque chose de nouveau, finalement, ça remet aussi pas mal de monde sur un pied d'égalité et ça donne des opportunités d'inclusion et de permettre de rattraper les personnes qui ne l'auraient jamais été. Je pense au métier du numérique et aux descriptions que faisait Cécile sur Simplon, qui me paraissent très intéressantes. 2 autres observations, mais qui rejoignent assez des éléments qui nous tiennent beaucoup à cœur à la MENUM, et je sais que c'est le cas de beaucoup de sociétaires aussi. D'abord, le premier point est de dire que ça concerne absolument tout le monde. Je crois qu'encore aujourd'hui, on a vu que sur ce sujet, donc les questions d'inclusion numérique et d'emploi concernent aussi absolument tout le monde. Moi, vous à distance, tout le monde dans la salle, les journalistes, comme disait Emmanuel. Mais aussi, du coup, un autre point d'importance, je pense, au-delà du côté universel de ce besoin-là, celui de l'importance de comprendre et de la question culturelle autour du numérique pour sortir justement de ces fausses idées, des idées reçues autour du tout technique. Je sais que c'est quelque chose qui est très important. On refuse de parler à l'anonyme de médiation numérique simple si on ne parle pas aussi d'éducation numérique
et des questions culturelles. Je crois que là, on a pas mal de preuves que dans différents domaines, il faut aussi faire attention. Enfin, alors le sujet est large, hein, il était passionnant et je crois qu'il est central, mais il est aussi infini. On a parlé un peu des étudiants. Je me dis que demain, on pourrait peut-être réfléchir aussi aux travailleurs, enfin, les travailleurs d'aujourd'hui, évidemment accompagnés culturellement comme techniquement. Je me demande si on est en train aujourd'hui de former culturellement, tout du moins, des travailleurs qui rencontreront moins de difficultés dans cette adaptation. J'en suis pas certain. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de ce point de vue-là aussi. C'est peut-être une mesure que j'aurais rajoutée à la question qui avait été posée. Voilà, on pourrait aller très loin comme ça. Il y a beaucoup de sujets et je pense qu'on en a traité beaucoup. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier sur place et en ligne, puisque vous étiez encore nombreux à nous avoir suivis. Merci évidemment à Catherine et à notre partenaire Chute sur ces rendez-vous-là, que je trouve de plus en plus intéressant d'édition en édition. Donc, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Merci évidemment à Julie, Nicolas et la Banque des Territoires sur un partenariat qui me semble particulièrement utile pour ces rendez-vous. Et puis alors un grand merci aussi aux équipes de la MEDNUM. On le voit pas forcément là, mais ça demande beaucoup de travail entre chaque rendez-vous. Et j'en profite du coup pour remercier particulièrement Naël et Caroline qui nous ont accueillis aujourd'hui et organisé tout ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Peut-être juste... Merci Guilhem, juste pour dire que je crois que le séminaire, enfin la table ronde sera disponible en ligne, en replay, et puis sur chute.media, il y aura une petite synthèse en forme d'article des débats d'aujourd'hui. Évidemment, ça sera un peu le concentré. Merci à tous et bonne journée.